لأنه أنت عم تحكي الصح. جربي فوتي عليها بالparticipants. اسمع لا لين I have some participants. يمكن كان في ترم. Yes, I have 10 people. يحق تركيك. Thank you. كتبتي إنه فريد قادر. في عندي أمين. في أطلب منك أنت تتأكدي من فريد إذا بتريدي. يلا. لا بلا I have فريد وعزت وأمين. أوكي طيب. Thank you لين. Thank you. Salut. Bonsoir tout le monde. On est 19 en ligne. On n'est pas tout seul. Okay. On va peut-être attendre quelques minutes parce que je sais qu'on est plus nombreux que ça à s'être enregistré. Donc, on va attendre quelques minutes si vous voulez bien. مساء الخير عزت. مساء النور أستاذ أمين، كيفك؟ بس تعطيكم علم انه كل الموجودين عم بيسمعوكم. ما بيمنع نحكي مع بعض بس تقلكم. ايه اكيد. بونسوار جوانا. شايله الميكرو تبع جوانا، ما بعرف اذا انتبه. Hello. Hi. Salut Johanna. Salut, ça va? Hi Aizat. Bonsoir. Bon, il est 7h06. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Tu as beaucoup d'absents, Louise? Oui, il y a pas mal, oui. Bah, si tu veux, on attend encore jusqu'à 8h10. Et... Oui, moi je veux bien. Je veux bien, c'est peut-être mieux. C'est peut-être que certains sont ensemble aussi. Tu penses? Enfin, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est vrai. C'est vrai. Moi, dans ces cas, je ne vois que le nom d'un seul. Je ne vois pas, évidemment, le groupe. C'est possible. Bon, de toute façon, il est 7, 2 minutes et on commence. Il a arrêté de pleuvoir au Liban. Je n'ai pas regardé la météo aujourd'hui. Il a plu un peu, mais... Ce n'est plus les torrents de l'autre jour. Non. Alors, Louise, moi, je vais me déconnecter pour un instant et puis me reconnecter. Oui, comme tu veux. Tu as 15 bonnes minutes devant toi. À mon avis, plus, mais voilà. D'accord, parfait.
fou comme les minutes sont longues dans ces cas. Bon, je crois qu'on va y aller. Il y a des personnes qui s'impatientent. Bon, vous mettez vos caméras, Amine et Fred, ou après, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Comme tu veux, si tu veux, quand chacun parle à son s'exprime. tour. Ouais, D'accord, voilà, ok. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles pour ce webinaire du Comité France. Une fois n'est pas coutume, on va parler du bloc national. J'avais déjà reçu Pierre Issa, secrétaire général du parti, à l'occasion de l'anniversaire de la Saoura, mais on avait surtout parlé de la révolution, de ses acquis, de son évolution. Et cette fois, on va vraiment parler du bloc national à la demande de certains d'entre vous d'ailleurs, et on vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez au parti. Alors, pour ce faire, j'accueille Amine Issa, qui est coordinateur du département politique du parti, et Fred Kher, qui est membre du comité exécutif du parti. Et puis, je demanderai le témoignage à deux jeunes membres du parti, qui sont Johanna Abikaram et Aizat Ayoubi, qui sont tous les deux étudiants à Paris. On va commencer avec Fred, si tu veux bien, par un petit historique du parti, parce que c'est toujours important de savoir d'où l'on vient. Le bloc national est actuellement dans la nouvelle opposition, dirons-nous, mais contrairement à beaucoup de partis et d'organisations de la Saoura qui sont nouveaux sur le terrain, si je puis dire, le bloc national est un parti très ancien. Nous allons donc parler de son histoire. Ensuite, Amine nous parlera de la vision du parti pour un nouveau Liban. Et j'intercalerai avec des petits témoignages si vous voulez bien. Fred, la parole est à toi. Oui, merci Louise. Je mets la caméra. Attends, je vais voir. Ok, starting. Ah, tu as arrêté la vidéo, ça vient de chez toi, Louise. Je crois que tu devrais me... C'est moi qui te débloque. Voilà. Alors, attends. Les joies de la technique. Je ne suis pas censée, moi, le faire. Pourquoi il ne veut pas me donner accès? Sinon, on fait sans caméra, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, je vais essayer. Commence et je vais essayer. Ok, premièrement, je tiens à te remercier et à remercier les membres du comité pour avoir organisé ce webinaire. Et je voudrais surtout vous féliciter à tous pour votre activité que nous suivons avec beaucoup d'intérêt à Beyrouth. Merci beaucoup. Vous êtes un des comités les plus actifs et je suis très heureux d'ailleurs de voir qu'il y a un nombre de participants qui ne sont pas forcément des membres du parti. Comme tu l'as si bien dit, le fait d'être un parti historique et d'être en même temps à l'intérieur ou actif au sein de la Fred, révolution. excuse-moi, avant de te lancer, normalement, tu vas pouvoir mettre ta caméra. Essaye, parce que je t'ai débloqué en principe. Ok. Ouais. Voilà. Donc, ce que tu avais dit sur l'importance d'être un parti traditionnel est très actif au sein de la révolution ou de la Saoura, comme on aime l'appeler, même en français, réside dans le fait justement que l'histoire de ce parti repose sur des principes et un combat politique qui est tout à fait en symbiose, je vais dire, avec les principes aujourd'hui soulevés par cette révolution. C'est pour ça que je préfère ne pas m'attarder sur une chronologie
on va dire, traditionnel, relayant les faits des événements du bloc, mais parler de certains thèmes qui ont marqué son histoire et qui, en même temps, pourraient faire comprendre aux auditeurs pourquoi le bloc national pourquoi l'importance de la relance et la reprise d'activité du bloc national. Je me suis permis de faire une petite présentation PowerPoint que je vais partager avec toi. Donc je crois que je vais enlever la caméra et passer au... Il faut aussi que tu me permettes de le faire. Mince alors. Ouais. Pourquoi ils ont tout bloqué? C'est pas moi, hein. Alors, il faut que je te permette de partager ton écran. Tout à fait. Alors, où est-ce que c'est ça? Zut. Je vais commencer à parler. Oui, vas-y, je cherche. Donc, quand on parle de l'histoire du bloc national, il est très important de revenir à l'essence et à la source même de son activité politique, qui est reliée principalement à l'activité politique de son fondateur, Émile Eddé. Tu peux y aller. OK. Alors. Voilà. Qui était un avocat, un homme politique, on peut même dire qu'il était le qualifié d'activiste politique, qui avait lutté pour l'indépendance de son pays, même si les frontières du Grand Liban n'avaient pas encore été dessinées, et qui, à cause de cette activité-là, avait été poussé à l'exil avec sa famille en Égypte au début des années 1910, à cause de son activité et parce qu'il risquait d'être emprisonné, voire exécuté par les autorités ottomanes. Donc, à la fin de la Grande Guerre, je ne sais pas si tout le monde sait que durant la Grande Guerre, le Moutasarifa du Mont-Liban, qui jouissait d'une certaine autonomie, avait été suspendu par les autorités ottomanes. À la fin de la Grande Guerre, l'activité du conseil d'administration du Mont-Liban avait repris. Et il était à ce moment-là question de penser à une entité qui réconforterait ou qui rassurerait les plusieurs minorités, à mon avis, qui habitaient et qui étaient issues du territoire libanais tel que nous le connaissons aujourd'hui, et cela en dépassant bien sûr les frontières du Mont-Liban. Émile Eddé avait été dépêché par ce conseil d'administration qui avait envoyé 3 délégations au traité de Versailles qui s'était déroulé entre les Alliés qui avaient gagné la guerre et les Allemands, et qui allaient partager ou qui allaient décider du sort des territoires occupés par l'Empire ottoman, dont le Liban. Donc c'est à ce moment-là qu'il avait souligné, lui ainsi que les autres membres des délégations, l'importance d'un multiconfessionnalisme et de nouveaux territoires qui naturellement seraient rattachés au Mont-Liban et qui seraient séparés par la Syrie géographiquement par l'anti-Liban. Donc, 1er septembre 1920, le Grand Liban est proclamé à la résidence des Pins. On a fêté le centenaire il y a 3 mois. Il est élu président du Conseil représentatif de l'État du Grand Liban en 1924. Il est nommé président du Conseil des ministres en 1929. Et c'est durant son mandat en tant que Premier ministre que l'administration libanaise a connu une certaine... je veux dire florescence, et c'est à ce moment-là que les 5 muhafazas ont été créés, qui sont aujourd'hui au nombre de 7 et qui vont, je crois, grandir encore. Je ne suis pas sûr du nombre. Là, on est à 7, mais on avait dit qu'il allait y avoir, après Taif, qu'on allait revisiter les muhafazas. Mais bref, c'est à son époque que les 5 muhafazas avaient été créés. Et il a ensuite été élu président de la République libanaise en 1936. C'était le deuxième président avant l'indépendance à être élu et à ne pas être nommé par un haut commissaire.
Il a présidé ensuite une alliance électorale présente dans toutes les régions et avec des candidats de toutes les confessions aux élections législatives de 1943 sous le nom du Bloc national libanais. Parce qu'il était très inspiré, parce qu'il était très attaché aux valeurs républicaines que représentait à l'époque le Bloc national français, plus en 43, mais à l'époque des années 10 et 20, au début de sa carrière politique. Le Bloc national français qui était présidé par Raymond Poincaré, qui a été ensuite élu président de la République française. OK. Donc, le premier thème que j'ai voulu attaquer est la défense de la souveraineté libanaise. Donc, quand on parle du Bloc national libanais, c'était un parti qui était fondamentalement rattaché à la souveraineté libanaise. En 1936, comme nous l'avons vu dans le slide précédent, Émile Edé avait été élu président de la République. Et c'est à ce moment-là qu'il avait demandé la signature du traité franco-libanais avec les autorités mandataires françaises qui devait enfin, donner l'indépendance du Liban, accorder l'indépendance du Liban après 3 ans de la signature de ce traité. Chose qui n'a pas été faite. Et le traité qui n'a jamais été ratifié. Mais c'est à ce moment-là qu'on peut déjà voir la volonté d'Émile Edé d'obtenir une indépendance totale pour son pays, avec certaines garanties, contrairement à la propagande qu'il avait atteint en 1943. En 1944, le Bloc national libanais, à travers un de ses députés, Georges Raël, avait demandé au Parlement libanais une prise de position officielle refusant la création de l'État d'Israël et un engagement actif contre ce projet, soit 4 ans avant la création de l'État d'Israël. Parce qu'il notait le caractère religieux de ce projet et le danger qu'il représentait avec ses vues expansionnistes sur les territoires libanais et bien sûr sur les ressortissants palestiniens qui... il ne pouvait pas savoir peut-être qu'il allait y avoir cette grande exode, mais ça faisait partie des craintes des Libanais à l'époque. En 1965, déjà, le Bloc, à travers Raymond Edé, avait appelé au déploiement des casques bleus au sud. Les casques bleus, aujourd'hui, c'est la FINUL, en fait. La FINUL a été créée 13 ans après le premier appel de Raymond Edé à leur déploiement au sud Liban, en 1978, suite à l'adoption de la résolution 425 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il était déjà conscient des dangers sur la frontière palestino-libanaise, mais de l'armée israélienne avec le Liban Sud, et des visées sur l'eau du Litani et des fleuves libanais de la part de l'État d'Israël. En 1969, le seul bloc parlementaire à avoir voté contre la signature de l'accord du Caire, qui avait permis aux Palestiniens de s'armer et de circuler librement sur le territoire libanais avec leurs armes et leur équipement militaire, étaient les 6 députés du Bloc national. C'était les seuls, même les autres partis de droite à l'époque, avaient voté pour l'adoption de l'accord du Caire sous prétexte que cela retarderait la guerre et donnerait quelque temps aux milices de s'organiser, chose qui pour Raymond Edé faisait partie justement d'un complot contre le Liban visant à le faire arriver à une certaine partition. Et en même temps, parce qu'il était un fidèle défenseur des droits des Palestiniens, il avait mis en garde l'OLP et Yasser Arafat à l'époque contre de tels agissements qui, à la fin, allaient le mener dans une guerre civile avec les Libanais. En 1976, c'était le premier à dénoncer l'invasion syrienne. Kamal Jumblat aussi s'était joint à lui pour dénoncer cette invasion. Et il avait déjà noté les visées expansionnistes du régime syrien de l'époque sur le Liban, même si cette invasion-là s'était faite sous prétexte de calmer le jeu et d'arrêter les événements de la guerre des 2 ans, comme il l'avait appelé, 1975-1976.
Cette dénonciation lui a valu la présence de la République parce que les États-Unis d'Amérique, qui avaient parrainé l'entrée des Syriens, avaient dépêché un émissaire qui s'appelait Dean Brown auprès des candidats, Elias Serkis à l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'il avait dit à Raymond Odeh, d'ailleurs Raymond Odeh avait conservé l'enregistrement de cette conversation, où il y avait dit que les États-Unis d'Amérique appuieraient totalement sa candidature, vu qu'il était accepté par les partis musulmans de l'époque et qu'il était lui-même issu d'un certain background, on va dire, chrétien, et qu'il était le candidat idéal pour cela, mais qu'il devait accepter le fait que les Syriens entreraient au Liban. C'est à ce moment-là qu'il avait remercié Dean Brown en lui disant que, premièrement, qu'il ne recherchait pas l'appui des Américains, qu'il recherchait l'appui de son propre peuple et qu'il n'accepterait jamais d'accepter une invasion syrienne. C'est à ce moment-là qu'il avait déjà perdu sa bataille à la présidence de la République. En 1978, en 1982, il a appelé à la résistance contre l'occupation israélienne et il a tout de suite donné son appui total à la résistance nationale libanaise contre l'occupant. Il avait même considéré que ces résistants-là, qui faisaient partie de plusieurs partis politiques, laïques et plus tard non laïques, étaient en train de résister face à l'occupant qui était en train de violer la terre, si on peut dire ça. Et il avait été un défenseur actif, on va dire, de l'application de la résolution 425 depuis son adoption en 1978 jusqu'à la fin de ses jours. Il a décédé, il a disparu quelques jours avant le retrait du 25 mai 2000. Il est décédé le 10 mai 2000. En 1983, il s'oppose à l'accord du 17 mai, considérant que c'était un piège pour le Liban, afin de l'isoler de son entourage arabe, et surtout parce que l'accord s'était fait sous l'occupation israélienne et qu'il était inconcevable de signer un accord avec un occupant, surtout que la moitié des Libanais, sinon plus, étaient contre cet accord. En 1986, il s'oppose à l'accord tripartite parrainé par Damas aussi. L'accord tripartite, donc c'était les milices. Damas avait essayé déjà d'imposer une certaine paix au Liban à travers ses milices alliées. Les forces libanaises à l'époque, sous la présidence de Yahya, parce qu'il y avait eu une scission au sein des forces libanaises, Walid Jumblat à la tête du Parti socialiste progressiste et Nabih Berri à la tête du mouvement Amal. En 1989, il s'oppose aux accords de Taïf. Il était encore député. Il ne s'est pas rendu à Taïf. Il avait considéré que pour lui, que le Parlement libanais déjà se réunisse en dehors des frontières libanaises était une honte. Il avait considéré que les clauses non claires concernant un redéploiement syrien n'engageait en rien l'armée syrienne qui était là pour rester, et aussi considérant, et il pouvait se le permettre parce que tout le monde savait qu'il était anticonfessionnel, mais il avait dénoncé le fait que le président de la République ne jouissait plus de presque aucune prérogative. En 1991, après l'invasion syrienne du 13 octobre 1990, le président Ali Sahraoui et le président Hafez al-Assad ont signé un traité libano-syrien de fraternité et de coopération qui était en fait une sorte d'emprise syrienne sur la décision libanaise. Bien entendu, ici était opposé. En 1992 et en 1996, il a décidé de boycotter les élections législatives avec d'autres membres de l'opposition à la présence syrienne, mais il avait bien précisé qu'il était contre la tenue d'élections avec la présence syrienne et israélienne au sud du Liban et qu'il était impossible de trouver un parlement légitime sous ces deux occupations. En 1992, il faut noter que dans sa circonscription, il y a eu 0,1% de participation, je crois, HBL. En 2001, après son décès, Carlos Odeh, qui était le chef du parti à l'époque, avait participé au rassemblement de Ernest Cherwen, qui était un rassemblement d'opposants justement
au régime policier, comme il le qualifiait, de l'époque, et bien sûr à l'occupation syrienne après la fameuse déclaration du patriarche Sfer en 2000. En 2004 aussi, participation au rassemblement du Bristol qui avait dessiné le début du mouvement du 14 mars 2005 et qui avait précédé l'assassinat de Rafi El-Hariri et même la tentative d'assassinat de Marwan Ahmadi. En 2005, donc, participation active à l'organisation de l'Alliance du 14 mars, parce que pour lui, le 14 mars, justement, était pour la première fois. Donc, il serait utile, en fait, de souligner le fait que le Bloc national s'était retiré de Ernest-Chouwen, considérant que les principes que ce rassemblement défendait étaient tout à fait alignés avec ceux du Bloc national, mais que ce rassemblement était fondamentalement et principalement chrétien. Alors que le Bloc national avait l'ambition d'aller vers un rassemblement multiconfessionnel, ce qui s'est passé au 14 mars, et c'était tout à fait donc naturel qu'il soit partie prenante dans ce mouvement. Quoique, en 2009, le Bloc, à travers Carlos Eder, décide de se retirer de l'Alliance du 14 mars, considérant qu'il s'était complètement aligné à des je ne trouve plus mes mots, à des mahawir, comme on dit, à des... Bon, on a tous compris. Voilà. Donc, il considérait que les principes du 14 mars n'étaient plus que des slogans qui étaient devenus presque, malheureusement, inutiles. Le deuxième thème est la défense des libertés publiques et individuelles. D'où le progressisme, entre guillemets, du bloc, justement, ou l'avant-gardisme du bloc dans ces thèmes-là. Déjà, en 1948, il avait déclaré l'illégitimité du deuxième mandat de Bachar el-Khouri suite aux élections truquées de 1947. Donc, en 1947, les premières élections législatives après l'indépendance du Liban. Et une large opération de trucage et de corruption durant les élections avait mené à une sorte de levée populaire, à une organisation d'opposition nationale qui, en fait, a abouti à la démission de Bachar el-Khouri en 1952. Et c'est à ce moment-là que Camille Chamoun accède au pouvoir, Camille Chamoun qui était membre de ce front d'opposition-là. En 1960, je m'excuse pour l'accent, là je viens de voir que j'ai quelques petites fautes, opposition à l'intervention du deuxième bureau de l'armée dans la vie politique libanaise. Comme nous savons, Raymond Edé était un fervent défenseur du chehabisme avant que le chehabisme ne se travestisse avec l'intervention du deuxième bureau dans la vie politique libanaise, l'intervention de certains officiers de ce bureau-là dans les élections, dans la vie publique et auprès des médias, même au sein des comités étudiants, et j'en passe. En 1968, il était un pôle principal du Half tripartite aux élections législatives. Le Half tripartite qui était composé du Bloc national de Raymond Edé, du Parti national libéral du président Camille Chamoun et des Kataeb de Cheikh Pierre Ejmeïd. C'est à ce moment-là que leur victoire aux élections avait permis au changement du comportement justement politique et à la fin du chehabisme dans son côté négatif. Mais justement, le Half ne fera pas non plus long feu. Raymond Edé le quittera. Le premier divorce avec le Half étant la différence de position autour de l'accord du Caire, le Bloc national qui avait voté contre l'accord du Caire, alors que les deux autres partis avaient voté en faveur de l'application de l'accord du Caire et avaient participé. Les deux autres partis avaient participé au premier gouvernement qui était censé veiller à l'application de cet accord-là. Et justement au caractère confessionnel qui commençait à gagner la population avant 1975. En 1971, malgré le fait que c'était la fin du chehabisme et que le président Slimane Flenji avait accédé au pouvoir, plusieurs journalistes avaient été poursuivis en justice, dont Hassan Toueni d'ailleurs. Le Bloc national donc, ne s'est pas suffi
de prendre des positions contre ces agissements, mais il a assuré une assistance juridique à tous les journalistes et à tous les activistes poursuivis en justice à travers les avocats du parti. Et les années 1990 à 2000, l'époque où les étudiants et les activistes manifestaient contre la présence ou l'occupation syrienne, les avocats du bloc se sont aussi engagés pour défendre ces jeunes activistes et bien sûr que les prises de position étaient favorables à ces manifestations. Donc, les lois initiées par le Bloc national libanais. Donc, la proposition de loi sur le droit de vote reconnu aux femmes, en fait, est une loi initiée justement par le Bloc national libanais donc la proposition de loi avait été enregistrée en 1952, je crois, mais n'avait été votée que 2 ans plus tard, ce qui avait permis aux femmes de voter. Une proposition de loi sur le mariage civil facultatif qui n'a jamais vu le jour, bien sûr. La loi permettant l'assistance d'un avocat devant les tribunaux militaires. Avant cela, c'était une violation violation supplémentaire des libertés. Des libertés. Donc, cette loi a obligé justement les tribunaux militaires à recevoir les avocats en même temps que leurs clients. Loi portant limitation des cas d'intervention militaire dans les affaires intérieures. Donc voilà, quand l'armée est chargée de missions de sécurité, c'est bien défini dans la loi par cette loi-là, justement. La loi sur l'enrichissement illicite, dont on parle beaucoup, parce que beaucoup parlent de Raymond Aidé en parlant surtout du secret bancaire. Le secret bancaire qui avait été initié justement pour attirer les fonds du Golfe et d'autres pays, et de faire en sorte qu'il y ait un développement économique important au Liban, ce qui s'est d'ailleurs passé. Mais ça avait été précédé par la loi sur l'enrichissement illicite. Et aujourd'hui, quand on pense au secret bancaire, on pense à la corruption. La loi sur l'enrichissement illicite est suffisante pour justement poursuivre en justice ceux qui ont violé justement les clauses de cette loi. La loi sur la levée d'impôts sur les terrains agricoles pour le développement de l'agriculture, la loi sur l'annulation de l'impôt sur les industries nouvelles, les lois régissant le secteur du tourisme, la loi relative aux comptes joints en banque, la loi portant sur le chèque bancaire, la loi de la monnaie et du crédit dont nous entendons beaucoup parler aujourd'hui entre la BDL et le gouvernement et le Parlement, la loi relative à la surveillance des banques et la loi relative à l'immobilier de luxe. La lutte contre le confessionnalisme, je me suis permis de glisser cette phrase « Les Libanais forment une nation et le Liban est un État indépendant et souverain » qui est la traduction en fait du slogan du parti dans les années 50 et 60 « Al-Lubnaniyoun umma wahida wa Lubnan huwa jumhuriyya mustaqilla wa zat siyada » je crois, si je ne me trompe pas. Lubnan jumhuriyya zat siyada Dawla Mustaqilla ou Jumhuriyya, je ne me souviens plus. Là. Donc là, comme on peut voir, son fameux refus de participation à la guerre civile a été souligné jusqu'à nos jours. Donc déjà en 1958, les premiers événements entre les partisans du président Camille Chamoun, d'une part, et les partisans du président Jamal Abdel Nasser, d'autre part, il y avait eu une sorte de mini-guerre civile, si on peut la qualifier de la sorte. Le bloc national, même s'il était qu'il était rattaché à la souveraineté du Liban et qu'il ne s'alignait pas bien sûr sur l'opposition, sur les positions de l'opposition en ce qui concerne l'arabisme, mais une des priorités du bloc était de ne pas permettre des dissensions nationales déjà dans une république qui était toute jeune encore et qui pouvait faire arriver à sa dissolution. Donc il croyait que le dialogue serait la meilleure solution pour cette chose-là. En 1975, bien sûr, refus de participer à la guerre civile. Donc certains aussi l'ont critiqué, l'ont traité d'utopique.
il serait utile de souligner qu'il avait compris la nécessité pour certains de défendre leur localité. Et c'est à ce moment-là qu'il avait permis, mais pas au nom du parti, parce que pour lui, le rôle d'un parti politique était strictement politique, et qu'il n'acceptait en aucun cas que des milices et que leur règne se répande sur les différentes régions libanaises et que l'État libanais soit affaibli, on va dire. Il avait permis, enfin, il avait accepté, il n'avait pas permis, il avait accepté le comportement de certains de ses partisans dans certaines localités qui devaient se défendre ou qui devaient même défendre les personnes en danger d'autres confessions. Donc, je vous donnais dans le premier exemple, la section de Dekouane et du Bloc national s'était transformée en une petite milice qui s'appelait le Mouvement de la jeunesse libanaise, qui se défendait face au camp palestinien de Tal Zatar. En contrepartie, les membres du parti à Jbeil et à Abda avaient défendu les habitants des localités musulmanes, des minorités musulmanes, pour justement ne pas atteindre la diversité et à ce qu'il n'y ait pas une sorte de partition au Liban. Mais il avait bien précisé que ceci se ferait de façon absolument individuelle, que le nom du parti ne devait en aucun cas être impliqué parce que le parti doit être, comme je l'ai dit, strictement politique et parce qu'il attendait le rétablissement de l'ordre et le regain du pouvoir de l'armée et de l'État. En 1976, il fonde le Front de l'Union nationale, composé de plusieurs personnalités chrétiennes et musulmanes et qui refusaient l'entrée, justement l'invasion syrienne en juin 1976. Donc, il comptait parmi ses membres Mikhail Dahir, Saïb Salam, bien sûr, et plusieurs personnalités, Jamil Kebbe, je crois, je ne suis pas sûr. En 1983, il rejette les accords du 17 mai, comme nous l'avons vu précédemment, mais aussi, j'ai tenu à le rappeler ici, parce qu'une des raisons de son rejet de ces accords était le fait que les Libanais n'étaient pas du tout d'accord sur ces accords-là. Lutte contre les projets de partition, ça faisait partie de son, je ne dirais pas idéologie, parce que ça n'a jamais été un parti idéologique, mais ça faisait partie de ses convictions fondamentales. Et soutien à la résistance nationale libanaise au Sud-Liban, justement, même si à un moment, cette résistance avait pris un certain caractère. Tant que l'Israélien occupait le territoire libanais, il considérait que toute résistance était légitime. Pour finir, le Bloc national en tant qu'institution, le Bloc national, parti politique libanais, donc quelques informations. Le parti a été fondé en 1946, en fait. Émile Eddé avait dû quitter le Liban pour la France pour quelques années. Ses partisans qui avaient gagné les élections et qui étaient nombreux, que le Bloc national représentait une des deux forces principales du pays, donc il y avait le Bloc national et le Destour de Charles al-Khouri. Ses partisans avaient décidé de fonder le parti du Bloc national. Sous la présidence de Cheikh Kasserouin El-Khazen et le premier secrétaire général qui était Georges El, député. Ce sera en 1949, au décès d'Émile Eddé, que Raymond Eddé sera élu pour la première fois Amid du Bloc national, qui était un poste qui avait été inventé après le décès d'Émile Eddé. Donc, une sorte de doyen du Bloc national ou de parrain, on va dire. Mais qui avait quand même des prérogatives assez larges, on va dire. La structure interne du parti était calquée sur le régime parlementaire libanais, donc il y avait une assemblée générale formée de 129 au lieu de 128 membres, un comité exécutif qui était en quelque sorte le Conseil des ministres, le secrétaire général qui était en quelque sorte le Premier ministre et le Hamid qui était le président de la République. Dans les années 1960-1970, le mouvement de la jeunesse du Bloc national s'est développé. Plusieurs jeunes leaders avaient commencé à apparaître et à être actifs.
Et on leur doit beaucoup dans le secteur de la défense des libertés publiques, justement, et la création de mouvements, on va dire libérateurs, surtout à l'époque, dans les années 1960-1970, même si le parti était de centre-droite, je dirais. La jeunesse du bloc national avait été sensible, avait réussi à gagner la sympathie de beaucoup d'étudiants, et ils avaient gagné des élections pratiquement dans toutes les facultés et toutes les universités. Et ils étaient les initiateurs de la fameuse Harakat al-Wa'i à l'université libanaise. Entre 1976 et 1990, fermeture des permanences et cessation des activités face au règne des milices. Donc les milices à l'époque qui étaient présentes, et le fait que le bloc national s'opposait aux milices dans les deux côtés de la ville à l'époque, donc l'Est et l'Ouest, là où Raymond Aidé avait échappé à 3 tentatives d'assassinat dans les 2 régions, justement, parce que opposé à l'opposition syrienne, mais surtout parce que opposé au règne des milices dont il dénonçait les agissements tous les jours dans la presse. Certains membres du bloc national ont aussi été assassinés à Jbel à cause de ces positions-là. C'est à ce moment-là que le parti avait décidé de fermer les permanences et de cesser toutes les activités. Et comme nous le savons, Raymond Aidé avait été poussé à l'exil de 1976 à l'an 2000, l'année à laquelle il est décédé. Durant les années 2000, je ne vais pas revenir sur ça, vu que je crois que j'ai peut-être dépassé le temps qui m'était accordé. Donc nous avons vu l'activité au sein de Ornette Chahouane et du Bristol, juste pour arriver en 2018, où il y a eu un relancement des activités et l'enclenchement de la première étape des amendements des statuts. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu une volonté de la part du chef du parti de l'époque, Carlos Aidé, de se désister de ce poste-là, et d'un groupe d'activistes politiques et sociaux, et qui avait été longtemps actifs au sein de plusieurs organisations, et qui avait aidé le Liban dans plusieurs secteurs, de justement proposer une alternative crédible aux Libanais, comme d'autres alternatives bien sûr, en relançant le parti, fier de son histoire, mais en même temps en proposant une plateforme complètement démocratique où le principe d'élection primerait surtout, et où justement les prérogatives du Hamid et le poste du Hamid qui a été d'ailleurs annulé laisse la place à une structure aujourd'hui élue qui est en train de préparer la deuxième phase des amendements des statuts afin que le parti représente fidèlement ce pourquoi il lutte. Je vous remercie, j'espère que ça n'a pas été très long. Fred, merci beaucoup pour ce merveilleux retour en arrière dans le parti qui rappelle plein de souvenirs à certains d'entre nous. Ce que je retiens, et j'aime beaucoup le côté thématique que tu as choisi parce que plutôt que chronologique, c'est suffisamment rare pour le mentionner, mais ça a permis également de faire ressortir les principes phares du parti dont Amine va parler tout à l'heure, mais je les souligne simplement, l'attachement à la souveraineté, l'action pour le citoyen à travers la défense des libertés publiques, toutes les lois que Fred a évoquées, l'intégrité du parti avant tout. Je crois que même ceux qui n'aiment pas le bloc national sont tous d'accord sur une chose, c'est que c'est un parti intègre. Ses dirigeants l'ont toujours été. Raymond Aidé est quelqu'un, c'est unanime au sein des Libanais. Ils peuvent détester le bloc national, ils peuvent détester les positions du parti, mais ils s'accordent sur une chose, c'est l'intégrité de Raymond Aidé et du parti. Cette intégrité, on la souhaite pour le Liban et Amine vous en parlera. Et puis la justice à travers toutes ces lois qui ont
qui ont fait les années d'or du Liban. Et puis, comme l'a mentionné Fred, on parle beaucoup du secret bancaire, mais la loi sur l'enrichissement illicite était justement prévue pour contrebalancer ce secret bancaire. Et c'est le côté précurseur du bloc national qu'on peut souligner dans toutes les périodes de son histoire. D'avoir toujours vu loin, que ce soit dans les problèmes de souveraineté qu'on n'a pas eu ou dans les problèmes de corruption auxquels on a abouti, etc., etc. Avant de donner la parole à Amine, je voudrais faire témoigner Johanna, qui veut bien mettre sa caméra. Alors, Johanna est une jeune membre du parti qui est étudiante en droit, qui fait un master à Paris. C'est un master de quoi? Rappelle-moi, Johanna, s'il te plaît. C'est un master des droits des données, des administrations numériques et des gouvernements ouverts. Waouh, tout un programme. Et donc, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui t'a amené au Bloc national? Ok, alors je vais un peu parler de mon expérience et comment j'ai connu le Bloc. Donc, en fait, pour moi, la politique a toujours été un centre d'intérêt, mais malgré cet intérêt, je n'ai jamais pu adhérer aux pensées, au parti du Liban, car voilà, il ne me représentait certainement pas. Donc, je m'intéressais plus aux politiques internationales, je dirais. En plus, en étudiant juridiquement le système libanais, j'ai compris que les failles et la corruption étaient devenues institutionnelles et les partis confessionnels ne faisaient que rassasier cette distorsion. Donc, avec le temps, je pense même inconsciemment, je me suis tellement sentie non représentée, en fait désespérée par la situation du Liban, que j'avoue vraiment avoir perdu l'espoir. Et je pense que malgré que nous étions tous épuisés de la réalité politique, personne ne pouvait prédire que la crise de confiance allait mobiliser tellement de personnes d'un jour à l'autre. En effet, avec le 17 octobre, je parle du 17 octobre parce que c'est à travers les manifs que je me suis rapprochée du Bloc. Donc, c'est avec le 17 octobre que tout a changé. Non seulement l'équilibre de force s'est renversé, mais aussi essentiellement, je pense que les Libanais ont compris le rôle qu'ils avaient à jouer et se sont convenus que la représentation politique telle qu'on la connaissait ne pouvait plus continuer comme ça. Alors, avec mon collègue et ami Azat, qui va prendre la parole plus tard pour aussi témoigner de son expérience, nous étions en route vers la manif à Sert el-Shohada et nous sommes passés à côté du siège du Bloc. Et une amie à nous nous a dit qu'il y avait une discussion qui allait commencer là-bas, au Bloc. Et alors, sans vraiment y penser, nous sommes entrés pour écouter. Je me rappelle très bien, au bout de 30 à 40 minutes, avoir chuchoté à Azat que bizarrement, que je me sentais très bien là-bas et que les personnes qui prenaient la parole, c'était d'ailleurs Amine qui parlait ce jour-là. Donc, je pensais que ces personnes pensaient comme moi et reflétaient vraiment mes pensées dans leurs propos. C'est un peu compliqué de décrire un sentiment d'appartenance, spécialement quand il est basé sur l'instinct, mais rétrospectivement, c'était vraiment là que mon histoire avec le Bloc a commencé. Je me rappelle que je suis retournée à la maison pour regarder un documentaire sur les Mo'addeh que je vous recommande tous d'ailleurs, c'est The Pillar of the Republic. En 2 parties avec Ricardo Caram. Oui, c'est avec Ricardo Caram. Je voulais le recommander aussi. Oui, c'est vraiment un documentaire. C'est en train de devenir une Bible. Oui, très essentiel, je dirais. Et donc, là, après avoir vu le fondement du Bloc et comment même à l'ère de la guerre, et alors que tout le monde disait qu'il n'y avait pas d'autre option que de participer aux violences, en fait, s'il y avait une autre option et on pouvait très bien avoir contourné tout ça et ne pas avoir versé tout ce sang. Et donc, le refus de l'accord du Caire et le refus de la participation à la guerre civile, entre autres, vraiment, la pensée de Raymond Aidé m'avait tellement fascinée. Il était avant-gardiste et je me suis demandé là que si le temps n'est pas venu pour appliquer cette vision d'un Liban que nous aimerions tous vraiment avoir. Donc, alors,
là, je voulais en savoir plus sur la relance du blog, car à mon avis, un parti qui suit une pensée pareille est clairement un parti qui pourrait me représenter. Donc, après, avec le lancement de Afaral, qu'on nommait toujours Snowflake avant, j'ai rejoint 2 blogs, celui des élections et celui de la Troisième République. Afaral, c'est une plateforme qui rapproche les gens de la politique et c'est vraiment un outil pour réfléchir en groupe de citoyens à des solutions aux problèmes qui nous touchent tous. Donc, c'est un outil qui donne la capacité aux Libanais de devenir proactifs dans le processus de changement. Là, j'étais vraiment convaincue du potentiel que présente le bloc national et quand j'ai reçu un mail que le bloc recrute, j'ai tout de suite postulé. Voilà, alors j'ai commencé mes fonctions en tant que community manager et chargée de communication interne au bloc. Et là, j'ai eu l'occasion de voir de près, de l'intérieur, comment c'est vraiment un projet de cœur pour tout le monde. Et malgré que chacun vient d'un contexte social différent, on se ressemblait vraiment tous et on voyait dans le bloc une vraie cause à défendre. Donc, quand les portes d'adhésion ont été rouvertes, j'ai évidemment tout de suite adhéré au bloc. Alors, après environ 3 mois, je découvre que, par pur hasard, c'était grâce à un échange avec Fred que je découvre que mes 2 grands-pères furent partisans du bloc et même que mon jeu de paternel avait adhéré au bloc et il avait une carte membre de famille. Fred l'a retrouvée, mais l'a partagée avec moi. Donc, c'est vraiment c'est fascinant. C'était vraiment une très grande révélation car c'était la boucle qui se refermait et ton histoire est très touchante et je voudrais la souligner, c'est que ça a été une décision personnelle de par les idées du parti qui t'ont attiré vers le parti avant que tu découvres que des membres de ta famille avaient été membres de ce parti. C'est très touchant. Oui. Merci beaucoup, Johanna. Comme vous voyez, c'est la grande famille du Bloc national ce soir. Amine, la parole est à toi pour nous parler des visions actuelles et futures du parti pour un nouveau Liban. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir d'être avec nous. Merci, Louise, de nous donner l'occasion de nous exprimer avec nos amis en France. Alors, je ne vais pas faire d'introduction, je vais aller directement au cœur du sujet et je vais essayer brièvement d'expliquer à partir de quelles constatations nous avons bâti notre politique. Avant de relancer le blog, dans un effort de réflexion qui a duré quand même un peu plus d'1 an, qui nous a permis de sortir notre fameuse vision que Louise a eu l'obligeance de traduire en français et qui sera bientôt accessible parce qu'elle est écrite en arabe. Nous avions fait donc un diagnostic du problème libanais, du mal libanais, et nous avions repéré 5 problèmes essentiels. Je vais les citer les uns après les autres: le confessionnalisme politique, le clientélisme, la corruption, le suivisme et enfin le féodalisme politique. Je vais un peu m'attarder sur le premier qui est le confessionnalisme parce que, à notre sens, c'est la mère de tous les vices et tous les autres problèmes qui ont leur vie propre, mais sont intimement conséquents et liés au premier. Que veut dire le confessionnalisme politique? C'est le péché originel du Liban quand, en 1943, entre la Constitution et le pacte, l'État a cédé certaines de ses prérogatives en termes de représentation politique et de loi civile aux confessions, qui, elles, les confessions, ont usé de ce droit régalien pour devenir l'intermédiaire obligé entre le citoyen et son État. Or,
les confessions sont des personnes morales, elles représentent des citoyens selon leur appartenance religieuse et dans ce cas-là, il est extrêmement difficile de les sanctionner. C'est-à-dire que pratiquement, dès qu'on veut poser une question, interroger un dirigeant politique sur sa gestion des affaires du Liban, tout de suite, il se réfugie derrière sa confession en disant, voilà, c'est ma confession qui est attaquée, vous n'avez pas le droit de le faire, vous remettez en cause le pacte national et le vivre ensemble. On ne peut pas les sanctionner légalement et on ne peut pas les sanctionner également sur le plan du vote populaire parce qu'on a observé, et dernièrement les élections de 2018 ont été la preuve flagrante, le discours des hommes politiques pour attirer les voix de leurs partisans n'avait rien à voir avec des programmes politiques, sociaux ou économiques, mais se résumait uniquement à ce qu'ils appellent, faussement d'ailleurs, la défense des intérêts de leur communauté, de leur confession. Comme si les sunnites buvaient une autre eau que les chiites, ou que les chiites mangeaient une autre nourriture que les chrétiens, ou que les chrétiens envoyaient leurs enfants dans des écoles différentes de celles des Druzes. Donc, ce péché originel du Liban a eu des conséquences sur la non-construction d'un véritable État qui traite ses citoyens de façon égale pour leurs droits et leurs devoirs, en incluant donc ce passage obligé par les partis confessionnels, parce que tous les partis au Liban sont des partis confessionnels, qui, eux, partis confessionnels, monnaient les services que l'État est censé assurer aux citoyens, non pas par bonté ou par pitié, parce que c'est le rôle de l'État d'assurer ces services, le citoyen les paye par ses impôts, donc ils ont monnayé ces services, ils ont monnayé l'accès à la fonction publique en contrepartie du vote des citoyens et en contrepartie le plus souvent d'avantages monétaires. Cela nous a mené à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où l'État est totalement défait, l'État est totalement inefficace, les caisses de l'État sont vides, nous avons une dette faramineuse et le Liban est dans une situation non seulement économique et monétaire catastrophique, mais nous vivons aussi une crise sociale extrêmement aiguë. Donc, ça c'est pour le confessionnalisme. Du confessionnalisme, évidemment, se nourrit le clientélisme, comme je viens de le dire. Les partis confessionnels monnaient l'accès aux services et à la représentation politique et à la fonction publique. Monnaient cela en gagnant des voix. Cela, évidemment, a une incidence sur la corruption, vu qu'on ne peut pas sanctionner le représentant d'une communauté religieuse parce que ça tourne tout de suite à une accusation de vouloir éliminer une minorité, parce que nous sommes tous des minorités au Liban. Et cela a évidemment une incidence sur le suivisme. Qu'est-ce que j'entends par suivisme? C'est-à-dire que les communautés libanaises s'étant formées comme étant des groupes antagonistes au Liban pour s'arracher les prébendes de l'État, la richesse nationale, dans ce combat entre eux, elles ont été trouvées des parrains extérieurs qui partageaient soit leur idéologie, soit leur appartenance confessionnelle ou religieuse,
soit des intérêts strictement, des intérêts strictement politiques. Et voilà qu'on se retrouve avec chaque parti libanais qui, malgré leurs prétentions à la souveraineté, ne le sont pas du tout. La souveraineté n'est pas une notion relative. La souveraineté est soit totale, soit elle ne l'est pas. Si par exemple le Hezbollah n'a aucun problème, lui, à déclarer haut et fort qu'il est financé et soutenu par l'Iran, ce qui est en fait évidemment condamnable. D'autres qui prétendent être des partis souverains n'ont strictement aucun problème à la veille des élections de courir dans les Émirats du Golfe et de revenir avec des mallettes avec des millions de dollars pour financer leur campagne électorale. Ceci aussi est une violation de la souveraineté parce que ces États qui financent ces partis prennent quelque chose en contrepartie et ça ne peut pas être pour le bien du Liban, pour l'intérêt du Liban. Donc, de là la position historique du bloc national d'une souveraineté absolue sans aucune faille. Et je pense que Fred a suffisamment expliqué ce point de vue et comment le bloc national n'a jamais fait de concession à ce sujet. Reste le dernier point qui est le féodalisme politique, où au Liban encore on considère que l'accès à la fonction publique est une question de statut, comme à l'époque féodale en Europe, où il suffisait d'être le fils d'eux pour être considéré comme naturellement porté à occuper une fonction politique ou une fonction administrative, qui est évidemment totalement opposée au principe de démocratie qui, elle, est basée sur le mérite, sur la capacité de convaincre et surtout sur le fait qu'on peut être sanctionné. On ne peut pas sanctionner quelqu'un qui, par statut, est un dirigeant, mais on peut sanctionner quelqu'un qui a été élu et qui n'a pas qui n'a pas appliqué les promesses qu'il s'était engagé d'appliquer lors de sa campagne électorale. Donc, en gros, on oppose au confessionnalisme, excusez-moi, la citoyenneté. Au clientélisme, on oppose l'état de droit. À la corruption, on oppose la transparence. Au suivisme, on oppose la souveraineté, évidemment. Et au féodalisme politique, on oppose la démocratie. Et chaque parti qui prétend avoir ces principes doit d'abord faire une introspection. C'est ce qu'a fait le Bloc national. Il s'est rendu compte lors de sa lecture au prisme de ces 5 principes qu'il avait le défaut du féodalisme politique. Émile Eddy a fondé le parti, son fils Raymond en a hérité, le frère de Raymond, Pierre, a été député et ministre, et enfin Carlos Eddy. Carlos Eddy a eu le courage et surtout la conscience qu'il fallait changer tout cela, et depuis, cette forme de gestion du parti a été entièrement revisitée, comme l'a expliqué Fred. Si vous voulez, ce sont en gros les 5 principes intangibles qui tracent les limites et qui, à l'aune de ces 5 principes, tous nos objectifs doivent être pesés. Toutes nos positions politiques, quelles qu'elles soient sur n'importe quel sujet, sont toujours référées à ces 5 principes pour s'assurer que nous sommes toujours conformes à ces règles que nous nous sommes posées.
Ceci étant dit, j'aimerais rapidement vous donner un peu notre vision socio-économique, parce que je pense que c'est une question très importante aujourd'hui pour le Liban, et particulièrement au XXIe siècle, où l'économie joue aujourd'hui un rôle essentiel, les idéologies ayant beaucoup perdu de leur pertinence. Nous partons du principe qu'il y a un objectif et un moyen. L'objectif du bloc national est d'assurer l'égalité sociale au plus haut niveau possible. Parce que l'égalité sociale absolue n'existe pas. On s'est rendu compte que le marxisme, qui était une idéologie éminemment humaniste, dans l'application, n'a pas pu réaliser son objectif. Donc, le nôtre étant l'égalité sociale la plus poussée, cela entend une redistribution des richesses de façon intelligente et rationnelle. La redistribution se fait évidemment par les impôts. Ceux qui ont des revenus plus élevés payent des impôts pour que l'État puisse assurer une redistribution qui passe principalement par l'hôpital, l'école, les routes, la sécurité, etc., et même des aides financières quand il s'agit de groupes sociaux extrêmement fragiles à qui il faudrait une aide financière directe. Mais pour partager des richesses, pour redistribuer des richesses, il faut les créer. On ne peut pas redistribuer quelque chose qui n'existe pas. Or, nous avons constaté que le système économique libéral, et non pas néolibéral, là il faut faire une distinction très importante. Si cela vous intéresse, je pourrais expliquer cela un peu plus tard. Le système libéral est le système qui, à nos jours, crée le plus de richesses. Mais le système économique libéral entraîne parfois presque toujours, entraîne des dégâts collatéraux, si je peux utiliser ce terme, qui est de ne pas prêter suffisamment d'attention à son environnement. Je donne un exemple très facile. Si aujourd'hui je veux produire des verres en carton, il est important que je sois installé à côté d'un cours d'eau parce que j'ai besoin d'eau. Construire une usine qui va fabriquer des verres en carton est une chose très bien parce qu'elle crée des emplois, elle permet d'exporter, de réduire la facture d'importation et d'aider à rétablir l'équilibre de la balance commerciale. Mais l'eau que j'utilise, j'ai tendance à la rejeter dans la rivière, ce qui entraîne la pollution de l'eau qu'on boit et de l'eau qu'on utilise pour l'agriculture. C'est pour cela qu'il faut mettre des règles très strictes pour l'activité économique pour qu'elle n'ait pas d'impact négatif sur l'environnement. Et l'environnement n'est pas une question uniquement de nature, d'arbres, de rivières. L'environnement est une chose très importante, à commencer économiquement et ensuite pour la santé physique et la santé morale des citoyens. Donc, si vous voulez, en gros, ça c'est un peu notre vision de façon générale. Maintenant, si vous voulez bien, je vais également rapidement vous dire ce qu'on a un peu, quelle a été notre activité avant le 17 octobre, c'est-à-dire entre février 2018, quand nous avons relancé le parti, et pendant la révolte du 17 octobre et jusqu'à nos jours. Alors, encore une fois, dans l'esprit des principes que j'ai cités tout à l'heure, nous avons d'abord fait les réformes internes que Fred a citées et que j'ai reprises. Ensuite, 8 mois avant la révolte, lorsque nous avons annoncé la reprise de l'activité du parti, nous avions formulé une seule demande politique, qui était la formation d'un gouvernement indépendant des partis confessionnels. Et comme vous avez pu le constater, ça a été la demande commune de
tous les mouvements de tous les citoyens au moment du 17 octobre. En tant que parti également, nous considérons que la seule critique n'est pas suffisante, qu'il faut toujours proposer des solutions. C'est vrai que c'est très facile et très confortable d'être dans l'opposition parce qu'on n'a aucune responsabilité. Nous avons décidé d'aller au-delà. Donc, lorsque le gouvernement a présenté le budget de l'année 2019, nous avons mis une équipe pour le décortiquer. C'est un énorme document de 1200 pages. Nous ne nous sommes pas uniquement contentés de le critiquer, mais nous avons, par les chiffres, démontré qu'il y avait la possibilité de faire une économie de 2,7 milliards de dollars. Amine, excuse-moi, je te coupe une seconde. Est-ce que tu peux élever un peu plus la voix? On me demande ça parmi les participants. Je suis désolé. Voilà, pardon. Je voulais pas te couper, mais j'ai choisi le moment le plus opportun. Tu as bien fait, tu as bien fait. Nous avons également appuyé une proposition de loi qui interdisait le mariage des mineurs. Nous avons appuyé la proposition de la ministre de l'Intérieur de l'époque qui était de proposer le mariage civil, quoique nous étions et nous sommes toujours en désaccord avec le courant du futur que représentait la ministre Raya Al-Hassan, mais nous avons appuyé cette proposition. Nous nous sommes opposés à la loi de l'amnistie, non pas parce que nous ne voulions pas que les personnes visées par cette loi soient libérées, parce que beaucoup d'entre elles étaient là pour des délits mineurs et qu'il était temps de dégorger les prisons, mais parce que cette loi était une loi absolument populiste qui ne servait que les intérêts des politiciens et que rien dans cette loi ne prévoyait de résoudre les causes qui avaient amené ces jeunes soit à devenir des petits dealers de quartier ou bien de rejoindre les mouvements takfiristes. Et donc, nous avons considéré que ce serait absolument inutile si rien n'était fait pour résoudre les causes de ce comportement qui sont éminemment sociales, économiques et politiques, et que les relâcher dans la nature allait les ramener très rapidement en prison. Nous avons également, notre département de recherche a fait un travail de diagnostic de tous les problèmes du Liban. Nous en avons repéré 101 et nous avons maintenant un très gros document qu'on est en train de finaliser qui donne des solutions à ces 101 problèmes que subit le Liban. Ce sont des problèmes de tout ordre, c'est-à-dire politique, social, économique, etc. Dernière action que nous avons menée avant la révolte du 17 octobre, dans notre réflexion, nous avons également fait un diagnostic de l'état de la société libanaise en 2018 et nous avons considéré que la priorité devait être de résoudre le problème de la pauvreté extrême qui connaissait une excroissance très inquiétante. Donc, nous avons préparé toute une campagne, un projet de loi pour combattre la pauvreté extrême et nous avons lancé cette campagne le 16 octobre, la veille de la révolte. Évidemment, la révolte le lendemain est arrivée et nous n'avons pas pu continuer cette action. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient au Liban à l'époque, mais les panneaux que nous avions loués pour appuyer cette campagne sont restés pendant des mois affichés sur les grands axes routiers et dans toutes les régions libanaises. Maintenant, je passe à la période de la révolte.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, à part le Parti communiste, qui est un parti d'opposition traditionnel, nous étions le seul parti politique ayant un historique aussi long à avoir été non seulement accepté, mais considéré comme un des piliers, un des porteurs de la révolte du 17 octobre. Et d'ailleurs, Joanne vient de l'indiquer, nous avons tout de suite ouvert le siège, le quartier général à Gemaizé, nuit et jour pendant les 2-3 premiers mois de la révolte, où nous avons organisé des débats publics, nous avons organisé des conférences. Là où nous sentions que les jeunes avaient besoin d'être plus informés, nous avons amené des spécialistes. Également, nous étions présents sur les deux places, la place des Canons et la place Riyad al-Salah, où nous avions notre propre installation. Nous étions dans les régions, nous avons également participé et organisé des débats publics. Également, le Bloc national a souvent servi de lieu de rencontre de tous les mouvements contestataires. Nous avons joué un rôle de catalyseur. Nous avons également repris notre demande d'un gouvernement indépendant des partis confessionnels. Et ce que nous avons surtout fait sur ce plan, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la révolte, les partis confession nous ont abreuvés de ce slogan comme quoi ils étaient les seuls capables de remplir les fonctions de gouvernants, qu'il n'y avait pas de remplaçant à cette classe politique. Nous avons voulu démontrer le contraire et donc nous avons proposé un gouvernement, un chef de gouvernement et un cabinet de 14 ministres en choisissant des noms de personnes non seulement indépendantes, non seulement compétentes, mais qui avaient fait aussi leurs preuves dans les secteurs publics et privés. Et pour nous, c'était une insulte inacceptable de la part de la classe politique de dire aux Libanais qu'il n'y avait pas d'alternative. Les Libanais ont construit le Moyen-Orient. Ils ont été partout dans le monde. Vous en êtes l'exemple en France, où ils occupent des postes de responsabilité. Il était donc tout à fait ridicule et faux et insultant de dire qu'en dehors de cette classe politique, on ne trouverait pas une équipe indépendante qui pourrait gérer un pays de 4,5 millions d'habitants. Nous avons également, comme l'a dit Joanne, créé la plateforme Af'al. Nous considérons que le Bloc national est le projet d'une nation et non pas uniquement d'un parti. Que veut dire un projet d'une nation? C'est-à-dire que nous pouvons, en tant que Libanais, même si nous ne partageons pas tous les mêmes opinions politiques, nous pouvons quand même trouver des espaces et des intérêts communs où nous pouvons ensemble agir pour faire des propositions. Et donc, nous avons créé cette plateforme. Au sein de cette plateforme se forment des groupes qui traitent chacun de sujets différents et n'importe qui peut y participer. La seule relation du parti avec cette plateforme est que c'est le parti qui l'a créée, mais elle fonctionne totalement indépendamment du parti. Certains membres du parti, et c'est tout à fait naturel, participent à certaines de ces activités. Nous nous contentons d'offrir un soutien technique et consultatif quand des jeunes ont besoin d'une précision sur un point de droit ou sur une question économique. Les équipes du Bloc national sont là pour leur donner l'aide qu'il faut. Je vais terminer avec ce qui s'est passé lors de l'explosion du 4 août.
Alors, ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est le quartier général a été dévasté. En 24 heures, nous avons enlevé les gravats, nous avons remplacé les vitres par du nylon. Nous avons gardé 2 pièces pour le bloc et le reste de l'équipe active a commencé à travailler soit à partir de Zou, soit à partir, là où nous avons un autre siège, soit à partir de leur maison, de leur domicile. Et nous avons mis le siège, le quartier général, au service d'ONG qui sont venus des 4 coins du Liban pour aider les habitants de la ville. Alors pourquoi nous avons fait cela alors que ce n'est pas le rôle d'un parti politique? J'aimerais juste rappeler que le principe, si vous voulez, le principe éthique directeur du bloc national est que nous considérons que la valeur suprême est l'être humain, quelle que soit son identité nationale, ethnique, tribale. Un être humain est d'abord un être humain. Et donc, dans une situation d'urgence comme celle-là, nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Évidemment, nous n'avons pas fait de clientélisme. Les jeunes du Bloc national ont aidé ces ONG, mais ils l'ont fait de façon individuelle, sans se réclamer de leur appartenance politique. Nous leur avons donné une aide technique et financière sans jamais apparaître, mais nous ne pouvions en aucune façon rester indifférents à cette crise humanitaire. Et là, j'aimerais souligner que le 4 août a été la preuve éclatante que le citoyen libanais existait effectivement, que les gens qui sont venus de toutes les régions sont venus naturellement sans se poser de questions, quand ils ont vu que d'autres citoyens, sans se poser la question de quelle était leur couleur politique ou leur appartenance confessionnelle, ils l'ont fait de façon tout à fait spontanée. Voilà, je vais m'arrêter là. Amine, merci beaucoup pour cet exposé très clair et très profond des valeurs du parti. Enfin, quand je dis des valeurs profondes et de la vision du Parti pour le Liban. Je vais tout de suite répondre à quelques questions que je vais te poser, que je répercute. Quelle est la loi électorale préférée par le Bloc national pour les prochaines élections et pour un futur un peu plus lointain? Écoutez, nous avons une loi que déjà Carlos Ede avait proposée et que la nouvelle direction a adoptée parce qu'elle aussi, elle est convaincue que c'est la meilleure, qui est la loi uninominale. Cela veut dire qu'il y a 128 députés pour 128 circonscriptions. Et je pense que c'est le cas de la loi électorale en France. Pourquoi nous avons choisi cette loi? Parce que nous considérons que les Libanais peuvent faire le bon choix si on leur en donne, l'occasion. Dans les petites circonscriptions, un député, vu qu'il a besoin d'un nombre réduit mais accessible de voix, est obligé de confronter les électeurs, de venir exposer son programme et non pas se contenter d'exister sous la bannière d'un parti politique qui a des slogans généraux. Il a besoin de la voix de tous ses électeurs, donc il doit les affronter, il doit dire quel est son programme et cela permet de la même façon aux électeurs de pouvoir le sanctionner selon des promesses précises s'il les a tenues ou pas. Cela permet également aux indépendants et aux petits partis de pouvoir mener une campagne, vu que les exigences financières sont différentes. Certains reprochent à cette loi que cela va permettre aux facteurs financiers de jouer un grand rôle, que certains hommes politiques ou même certains hommes d'affaires pourraient facilement acheter des voix.
Mais là, il faut que les Libanais soient conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Soit ils veulent changer le système, soit ils ne le veulent pas. C'est vrai que c'est un risque, mais c'est à nous, Libanais, si nous avons une loi uninominale à deux tours, de pouvoir effectivement effectuer le changement de la classe politique et des pratiques de gouvernance qui sont les nôtres actuellement. Mais en amont de la loi, et quelle que soit la loi, le facteur le plus important est qu'il y ait une direction indépendante des élections, parce que comme vous le savez, ce sont aujourd'hui les partis au pouvoir qui écrivent les lois, qui les appliquent, qui impriment les billets de vote, qui comptent les voix, etc. Et cela leur permet évidemment de pouvoir trafiquer les résultats et surtout de pouvoir mettre un plafond et contrôler les dépenses électorales. Parce que cela aussi, comme je le disais tout à l'heure, les soi-disant souverainistes qui vont dans les pays du Golfe et reviennent avec des valises avec des millions de dollars peuvent se permettre ce que d'autres ne peuvent pas faire. Donc, ça, c'est ce qui est pour la loi électorale. Maintenant, par rapport aux propositions qu'on entend de déconfessionnalisation de la loi électorale, nous, évidemment, nous appelons à l'état civil, c'est-à-dire à la déconfessionnalisation, mais en même temps, nous sommes conscients que le problème confessionnel n'est pas un problème né d'hier, mais depuis 180 ans à peu près, et qu'on ne change pas les mentalités du jour au lendemain. Donc, notre proposition est que pour la prochaine législature, il y ait un quota de 20-30%, c'est à voir plus tard, de candidats qui pourraient se présenter en dehors de toute appartenance confessionnelle. Et qu'aux élections prochaines, on augmenterait ce quota, ainsi de suite. Parce que cela va créer une dynamique qui va permettre aux Libanais qui ont des peurs légitimes, tout à fait légitimes d'un tel changement, de voir que des candidats élus sous une bannière citoyenne ont des comportements totalement différents de ceux qui sont élus sous des bannières confessionnelles et que c'est en fait la solution pour le Liban. Voilà. Amine, une deuxième question qui concerne plus le parti. Qu'est-ce qu'implique la seconde phase d'amendement du parti? Je pense que la personne, puisque Fred a évoqué un changement dans les statuts, j'imagine qu'on peut dire un mot peut-être des nouveaux statuts à venir, sans rentrer dans les détails, peut-être simplement préciser qu'ils finissent de démocratiser totalement le parti. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Je te laisse l'expliquer. Tout à fait, c'est-à-dire que les statuts du parti sont très anciens. Certaines dispositions ne sont plus d'actualité, donc nous avons dû tout revoir. L'idée générale est que les personnes qui détiennent la décision appartiennent à des comités ou à des conseils qui sont élus et ils sont tenus responsables devant les personnes qui les ont élus. C'est-à-dire, en gros, l'Assemblée générale qui est élue par les partisans élit elle-même le comité exécutif qui lui-même élit le secrétaire général. Les décisions sont prises à l'unanimité et s'il n'y a pas d'unanimité, elles sont prises au vote. Et nous avons créé un équilibre également entre les deux instances, l'instance, si vous voulez, représentative des partisans et l'instance exécutive qui permet à l'une et l'autre de se dissoudre sous certaines conditions. Donc, nous avons voulu moderniser les statuts et les rendre surtout plus démocratiques et participatifs. Donc, en gros, c'est ça. Bon, ça prend beaucoup de temps parce que c'est énormément technique. Puis c'est très technique aussi.
Et c'est extrêmement technique. Heureusement, nous avons suffisamment d'avocats au sein du parti qui nous aident. Et nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs parce que tout ça va être inscrit au ministère de l'Intérieur. Bien sûr. Et en tous les cas, tous ces amendements vont être votés article par l'Assemblée générale. Donc, pour répondre, j'imagine, à la personne qui posait cette question, une partie des instances dont a parlé Amine était encore, sans rentrer dans les détails, était encore en partie nommée. Et donc, elles seront totalement élues dans les nouveaux statuts. On va peut-être écouter Aizat, écouter son témoignage. Bonsoir Aizat, tu es également étudiant en droit en France. Tu prépares un master. Je suis actuellement en master 2 droit international à l'université de Strasbourg. Et comme Johanna, un ex-staff du bloc national. Donc, tu as travaillé dans le département politique, je crois, avec Amine d'ailleurs. J'ai travaillé avec Monsieur Amine, mais pas dans le cadre de mon travail as a staff in the Kitlé. D'accord. Mais comment tu es arrivé à la Kitlé en tant que partisan, si je puis dire, en tant que membre? D'abord, j'aime parler un peu comment j'étais attiré par la Kitlé. Exactement, c'était ça ma question. Personnellement, j'étais toujours intéressé par la politique et l'histoire. Et c'est impossible d'étudier l'histoire du Liban sans tomber sur le bloc national et son chef Raymond Eddé et son père avant lui, le président Émile Eddé. Et j'ai trouvé que Raymond Eddé était un homme exceptionnel, un visionnaire, un homme d'État qui n'acceptait pas les compromis au détriment de la souveraineté de l'État libanais, Al-Amid Al-Anid. Et j'ai découvert ainsi que le Bloc national était le seul parti politique à ne pas participer à la guerre civile libanaise, comme l'a déjà dit Fred. Et il était toujours un parti laïque, non confessionnel. Il y avait toujours des membres et même des députés de toutes les confessions libanaises. Et peut-être c'est le point qui m'a attiré le plus. Et bref, on arrive à la révolution d'octobre 2019. C'était le premier contact direct avec le Bloc national. À travers les talks et les discussions qui avaient lieu au quartier général du Bloc à Gemmaïzé. Et puis j'ai rencontré Fred, et c'est lui qui m'a vraiment rapproché du parti. Et avant d'y adhérer au parti, j'ai rejoint le bloc des élections et le bloc de la Troisième République. Tu parles des comités dans le Snowflake, des comités de Af'al. Où on a travaillé avec M. Amine sur les notions de la citoyenneté, de l'État et du système politique. Et au fur et à mesure, j'ai découvert que les valeurs et les principes de la Kitlé se croisent avec la volonté de la jeunesse libanaise dont je fais partie. Et c'est un parti politique trop youth-focused. Il se concentre sur les jeunes, en théorie ainsi qu'en pratique. Et j'ai trouvé que je dois contribuer à leur cause, car c'est ma cause. Voilà, c'est la cause. Ouais. C'est le Liban, après tout. Le parti politique n'est qu'un vecteur. Oui, comme l'a déjà dit M. Amine, c'est مشروع وطن, مش مشروع حزب. Et ce parti politique vise à réaliser un changement radical dans le système politique libanais. Et à mon avis, ce changement est devenu un besoin et une nécessité pour préserver la dignité de tous les Libanais. Et finalement, en ce qui concerne les 5 mois que j'ai passés au siège du bloc à Gemmaïzé, c'était l'une des meilleures expériences. J'ai rencontré et travaillé avec des gens qui m'ont donné et continuent à me donner de l'espoir pour l'avenir à travers leur enthousiasme et leur amour pour le Liban. Et franchement, les maisons de la Kitlé n'est qu'un modèle réduit du Liban que j'aime voir. Un Liban prospère, vert et juste. C'est le slogan de la Kitlé. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est la conviction profonde du parti et j'espère qu'on va y arriver tous. Merci infiniment à tous. Merci à Amine, à Fred, à Johanna et à Aizat de nous avoir expliqué le parti.
Je n'ai pas l'habitude de témoigner ni de m'exprimer en général dans les webinaires que je fais, mais comme on est presque en famille, je vais me permettre de donner mon expérience du parti. Alors, comme Johanna et Aizat, je suis membre actif du parti depuis seulement 1 an et demi, ce qui risque d'étonner certains. Mais contrairement à eux deux, je suis née dans une famille qui est proche sur 3 générations. Je suis la 3e génération et mon père était au comité exécutif pendant toute sa vie. Mais donc, l'histoire dont a parlé Fred, j'ai vécu une partie de l'histoire du parti. Pour moi, c'est du vécu, c'est pas du raconté. Et je dois dire que j'ai eu un profond dégoût de la politique au Liban dans les années 89-90, pour des raisons évidentes qui n'échappent à personne et que je ne détaillerai pas. Et j'étais en France au moment des accords de Taïf et j'allais voir Raymond Eddé à son hôtel. Je savais qu'il me parlerait des accords de Taïf. J'ai donc acheté le Nahar, le journal papier, parce qu'il n'y avait pas autre chose à l'époque, dans un des kiosques des Champs-Élysées. Je me suis assise dans un café, j'ai lu les accords de Taïf en arabe. Après quoi, j'ai jeté le journal à la poubelle et je me suis juré qu'en sortant de chez Raymond Eddé, je ne m'intéresserai plus à la politique du Liban. J'ai presque tenu parole et après la relance du parti et peu avant la Sawira, lorsque le parti m'a proposé de le représenter en France et de créer le comité France, je dois dire que tout d'abord, j'ai été flattée. Et comme Obélix avec la potion magique, je suis retombée dedans. Et voilà où j'en suis. Le Bloc national fait partie de mon ADN. Pas par tradition familiale, mais par conviction profonde de ses valeurs, de ce qu'il a toujours représenté pour le Liban et de ce qu'il représentera, j'en suis sûre, encore pour le Liban dans les décennies à venir. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir et j'espère à bientôt. Bonne soirée. Merci Louise, merci à tous. Merci. Merci Louise, merci à tout le monde. Merci. Merci à vous.